Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, quand j'ai testé la SnapMaker U1 il y a quelques mois, j'avais une machine de pré-série. Donc, entre-temps, j'ai reçu une machine de production et donc la machine de pré-série était déjà très prometteuse, hein. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le test sur ma chaîne. Franchement, j'avais vraiment apprécié cette machine qui apportait vraiment un souffle nouveau dans ce qui existait pour le moment et surtout à un prix ultra compétitif. Alors, j'ai utilisé la machine de pré-série pendant quelques mois et avec absolument aucun problème, hein. À part deux, trois petits détails cosmétiques, je n'avais pas de soucis et la plupart des petits soucis que j'aurais pu avoir venaient d'un manque de mise à jour, enfin de firmware qui n'était pas encore disponible. Et au fur et à mesure du temps, la machine pré-série s'est mise à jour comme les machines de production. Et ben voilà, j'ai pu l'utiliser sans difficulté. Il y a quelque temps, j'ai reçu la machine de production et donc je me suis dit, ben tiens, c'est l'occasion de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé entre mon test, que d'ailleurs je vous invite à aller le voir, hein, il reste quand même très pertinent, mais mon test d'il y a quelques mois et ce que vous aurez maintenant si vous achetez la machine. Alors pourquoi faire cette vidéo maintenant? Parce qu'en fait, le 10 avril, il y a une montée des prix, ou plutôt le prix normal avec la mise en commercialisation normale va avoir lieu. Donc pour le moment, si vous regardez cette vidéo avant le 10 avril et que vous êtes intéressé, vous pouvez toujours passer par mon lien affilié, merci. Et puis vous pouvez toujours l'avoir à un prix réduit, hein, donc un prix de 849 $, ça, en euros ça doit être pareil ou à peu près, mais le prix va augmenter. Alors le prix standard c'est 999 €. Je ne sais pas après le 10 avril quel sera le prix, mais SnapMaker a annoncé une hausse des prix à partir du 10 avril, donc cette vidéo est faite pour vous aider à trancher si oui ou non cette machine est faite pour vous. Donc voilà, et si c'est le cas, ben, mon lien affilié. Générique. Alors, je vais pas refaire la revue complète, hein, je l'ai dit en introduction, puisque j'ai déjà fait une vidéo complète dessus. Mais en quelques mots, hein, si vous voulez pas refaire voir la revue complète, la SnapMaker U1, c'est quoi? C'est donc une machine Core XY qui n'est pas en l'état entièrement fermée, mais qui a 4 têtes différentes, chaque tête ayant son propre filament, ce qui permet de faire une impression multicouleur sans avoir des changements de filament et donc ce qu'on appelle les poops, donc les déchets que génère ce changement de filament, ce qui fait gagner du temps et ce qui fait gagner énormément de matière. Alors c'est aussi une machine pensée avec un volume d'impression de 270 sur 270 sur 270, une vitesse annoncée de 500 mm par seconde, ça c'est un petit peu devenu standard, et le tout tourne sous clipper, ce qui pour les connaisseurs est une bonne base. Alors un clipper qui semblait un petit peu fermé jusque là, mais on vient de voir, je vous montre ici une image, on vient de voir la mise à disposition du firmware sous GitHub en ouvert, donc voilà, ça c'est déjà un point à savoir si vous l'achetez maintenant. Alors dans l'introduction, je parlerai de la mise à jour des firmware qui a évolué au fur et à mesure du temps. Donc entre septembre et maintenant, il y a déjà eu énormément de mises à jour. Alors je ne vais pas vous faire un patch note complet de toutes les mises à jour, mais voilà quelques petits points saillants qu'on a eu dans les nouveautés. Et donc si vous regardez ma revue de septembre ou les revues qui sont sorties à peu près à ce moment-là, eh ben vous pourriez ne pas voir ces fonctionnalités qui existent désormais. Donc de quoi je parle? Alors, avec la version 1, fin décembre, il y a eu une update significative dans laquelle SnapMaker a introduit la surveillance IA par caméra. Donc, la machine détecte en temps réel les impressions, les spaghettis, les corps étrangers et tout ça. Donc ça, c'était prévu, on l'avait promis, mais on ne l'avait pas encore. Donc moi, je n'avais pas pu tester ces fonctionnalités. Ensuite, en janvier 2026, version 1.1, il y a deux choses notables. D'abord, la calibration de flux sélectif. Donc, on peut maintenant calibrer uniquement les têtes qui en ont besoin et pas refaire toutes les calibrations. Et ça, c'était quand même beaucoup plus de confort par rapport à ce qu'on avait dans les premières versions. Et ensuite, elle supporte désormais les puces RFID sur les bobines officielles. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas pu tester dans ma vidéo. Ça fonctionne comme chez Bamboo, hein. Vous avez un tag RFID sur la bobine. Quand vous la mettez sur un des supports de bobine,
la machine va reconnaître automatiquement. Vous pouvez quand même toujours évidemment changer ça manuellement s'il y a une erreur, mais pour le moment j'en ai pas vu, ou si vous utilisez des filamentières. Ensuite, un des points que j'avais noté, c'est qu'elle était quand même fort bruyante. Alors elle reste relativement bruyante, il faut l'avouer, mais il y a quand même eu des choses qui ont été améliorées, notamment dans ce patch 1.1 où ils ont optimisé, amélioré la ventilation sur chaque tête, ce qui réduit le bruit global qu'elle fait en continu. Enfin, maintenant, la version 1.2 qui vient de sortir ici en mars et que j'ai pu tester sur la machine apporte trois choses majeures qui la rendent encore meilleure, cette imprimante. La première, c'est l'accès route via SSH sur la machine et donc, je le disais, la mise à disposition également du firmware ouvert qui permettra aux plus débrouillards et développeurs d'entre vous de vraiment complètement personnaliser la machine ou à ceux qui ne peuvent pas le faire d'avoir accès à des firmwares personnalisés et ça c'est vraiment bien. Ensuite, pour ceux qui veulent l'utiliser via Ethernet, on n'avait pas la possibilité, il n'y avait pas de port Ethernet et en fait ils ont modifié les choses, ce qui permet maintenant de mettre un dongle Ethernet via le port USB à l'arrière et pouvoir l'utiliser en LAN via Ethernet. Et ça aussi, c'est quelque chose que personnellement j'apprécie. Et autre chose qu'on retrouve de plus en plus sur toutes les machines, mais qu'il y a ici, c'est le skip object. Donc ça veut dire qu'en gros, s'il y a une pièce que vous avez imprimée qui a commencé à déconner, vous pouvez décider dans la machine de dire bah là stop, tu arrêtes d'imprimer cette pièce-là, mais tu continues le reste pour éviter d'avoir des spaghettis dans tous les sens. Donc une mise à jour bienvenue qui fait que maintenant, la version 1.2 fait qu'on a une machine quand même relativement mature ou même complètement mature. Alors, les mauvaises langues diront que c'est comme ça que la machine aurait dû être au lancement. Peut-être, c'est vrai, mais toujours est-il que maintenant, c'est le cas. Alors, autre point que je peux noter, c'est la mise à jour des applications mobiles et de l'application sur ordinateur, Mac ou PC. Celle-ci a également évolué au fur et à mesure du temps. Au début, moi, je trouvais pas l'application mobile très très pratique. Je l'avais montré enfin voilà, c'était juste une application de suivi, mais je la trouvais pas très pratique. Et SnapMaker Orca était quand même, à mes yeux, limité. Et j'aurais préféré pouvoir utiliser Orca Slicer. Entre-temps, ça a pas mal évolué aussi. Et désormais, ils ont suivi la logique d'avoir une mise à jour firmware de façon synchronisée avec SnapMaker Orca. Ici, la version 1.20 nécessite donc Orca 2.2.4 et intègre directement les améliorations, les mises à jour qui ont été introduites avec le nouveau firmware. Et côté application mobile, on a également l'intégration des alertes IA qui ont été déployées entre-temps, qui n'existaient pas au moment de mon test. Donc du côté des firmware ou des logiciels, je trouve qu'on a vraiment un suivi. Et ça, c'est plutôt rassurant. Ils n'ont pas sorti une machine comme ça et puis dit, voilà, on a mis 2 patchs de sécurité et après les fonctionnalités, elles arriveront peut-être ou pas. Certaines marques fonctionnent comme ça avec leurs machines, c'est toujours dommage. Ici, on sent quand même qu'ils veulent capitaliser à la fois sur le matériel, mais à la fois également sur le logiciel. Et ça, moi, je trouve ça plutôt rassurant. Alors oui, tout ça est très publicitaire, c'est vrai ou pas, c'est vraiment l'opinion que j'ai. Pour moi, cette machine a été une grande surprise. Alors, SnapMaker était une marque que j'appréciais particulièrement avant, avec les SnapMaker artisans et autres. Ils ont changé un peu de segment avec cette Yuan pour avoir une machine plus grand public et ils amorcent quand même vraiment bien les choses, je pense. Alors, en parlant de logiciel, on peut également parler d'écosystème de manière plus générale et notamment, j'ai cité avant dans les patch notes l'arrivée des filaments avec puce RFID. C'est quelque chose qui est souvent demandé par la communauté, notamment pour les plus grands débutants, de ne pas avoir à se casser la tête. Alors c'était déjà possible, et là en plus maintenant SnapMaker a sorti 15 nouveaux filaments répartis entre la gamme SnapSpeed, donc c'est du filament pensé pour la haute vitesse, et Mat PLA, avec, je vous montre ici des nouvelles couleurs. Alors là-dessus, je ferai une vidéo pour présenter la gamme des nouvelles couleurs. J'ai reçu quelques-unes des nouvelles couleurs. Je ne sais pas encore si je vais l'intégrer dans cette vidéo ou si je ferai une autre vidéo à part avec les nouvelles couleurs. Voilà, vous verrez bien si je le fais ou non. Mais
toujours est-il qu'au niveau de l'écosystème, on voit qu'ils veulent renforcer un peu cette présence filament, pas juste avoir la machine et puis devoir se débrouiller avec des filamentières. Après, la machine reste toujours ouverte aux filamentières, avec cette nuance qui fait que certaines bobines ont du mal à rentrer dans ce système de maintien de bobines. C'est arrivé avec certaines, je sais plus sur quel filament, le Jaillot, je pense qu'il a eu un petit peu du mal, mais les anciennes bobines, pas les nouvelles. Donc voilà, ça c'est à savoir. Après, on peut imprimer des adaptateurs et puis ça fait le boulot. Alors, un point qui était un des points que je regrettais dans mon test précédent, bien qu'on avait vu qu'elle avait quelques capacités à pouvoir, quand même, si on la mettait dans un environnement relativement contrôlé, imprimer du filament technique. Un point, c'était justement le caisson, le fait qu'elle soit semi-ouverte et qu'elle ne soit pas entièrement fermée, qu'il n'y a pas de chauffage actif. Alors, à date, c'est toujours vrai. Le caisson est toujours promis, on l'a toujours pas vraiment vu. On a vu des photos passer, mais moi je l'ai vu nulle part. Je suis allé au TCT Asia, il n'était pas présenté avec les machines. Donc ça reste un point quand même d'interrogation. Mais du côté de chez BQ, on a un caisson qui arrive. Alors, il y a plein de projets communautaires de caissons, mais du côté de chez BQ, c'est l'accessoiriste connu hein, qui travaille beaucoup avec Bamboo ou les Vorons. Ici, il lance une gamme Snapmaker, et donc ça, c'est pas mal à savoir aussi. Hein. Je vous montre ici quelques produits. On a le petit tapis pour le sol pour récupérer les quelques déchets qu'on pourrait avoir. On a ce fameux caisson, vous voyez ici, qui est, alors il a un certain coût, mais voilà, hein, qui est proposé. On a également, il va y avoir des buses chez BQ. On a un système qui s'appelle le Panda Hit qui existait déjà pour Bamboo, qui va être adapté ici, qui permet en fait d'avoir une chambre chauffée à l'intérieur de la machine. Bref, on peut, avec des accessoiristes, trouver le moyen d'améliorer la machine et ça c'est bien pour la situation actuelle. Alors maintenant parlons de ce qui a peut-être motivé votre présence ici, c'est la hausse de prix. Donc depuis un moment la machine est disponible au prix Early Bird. Donc ils ont d'abord livré les backers. Les backers commencent, donc ce sont ceux qui l'ont pris sur Kickstarter, ils commencent à recevoir leur machine, ou je ne sais pas si tous a eu la machine maintenant, mais il y avait toujours moyen de la commander après sur le site officiel à un prix Early Bird, donc à un prix plus intéressant. Le prix qu'ils avaient annoncé, vous voyez ici, était de 999 euros. Ils l'ont diminué à 849 euros en prix Early Bird. Et alors, je pense qu'ils vont l'augmenter à 899 euros. Donc, c'est pas une hausse spectaculaire. Ça, j'ai pas encore le prix officiel, mais si on voit ici le graphique, j'ai l'impression que le prix à partir du 10 avril, ce sera 899 euros. Mais voilà, hein, si vous voulez l'acheter au meilleur prix, c'est le moment de le faire, puisque vous pouvez gagner 50 euros avec votre achat. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que vous en avez besoin? Mais comme toujours, ça dépend de votre situation. Si vous faites vraiment beaucoup de multicouleurs et que la taille, le volume d'impression est suffisant pour vous, oui, vous en avez besoin en fait. Si vous faites beaucoup de multicouleurs avec des anciens systèmes comme ceux de Bamboo par exemple, ou Elegoo ou Creality avec AMS, eh ben, vous allez voir une différence incroyable. C'est le jour et la nuit dans le temps d'impression et dans la quantité de matière utilisée. Donc, si par exemple vous êtes en production, vous imprimez pour vendre et vous voulez produire plus vite et avec moins de déchets, eh ben franchement, je pense que c'est une dépense que vous pouvez tout à fait envisager. Si c'est votre première machine multicouleur, peut-être que les multitêtes vont peut-être vous faire peur. Et c'est vrai qu'on a déjà entendu parler, moi par exemple, j'en ai une, entendu parler chez Prusa, qu'avec la XL, la calibration des têtes, c'est vraiment compliqué. Et alors, je pense pas que c'est vraiment compliqué chez Prusa, mais c'est vrai que c'est plus compliqué que sur la Snapmaker. Et là, sérieusement, il n'y a rien à faire. Hein. Honnêtement, la calibration des têtes est complètement automatique. On va juste vous demander, entre chaque moment de calibration de la tête, de frotter la buse avec une petite brosse métallique qui est fournie avec la machine et d'appuyer sur Next. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc,
Cet argument-là peut être vrai parce qu'avec les Prusa XL, on est quand même sur une procédure un petit peu plus complexe, mais ici, c'est pas du tout le cas. Donc, est-ce que la machine est accessible pour le grand débutant? Oui, j'ai parlé de clipper, de firmware ouvert et tout ça, c'est vrai, mais vous pouvez tout à fait, un peu comme chez Liquidy, vous avez une interface au niveau de la machine qui ne donne pas du tout l'impression que vous avez une machine sous clipper. Vous avez une interface au niveau du slicer qui ne donne pas du tout l'impression que vous avez une machine sous clipper, mais vous avez la possibilité, via l'interface web, d'avoir accès à une interface Mainsail ou fluide, je sais plus c'est laquelle ici chez... Mais donc en gros avoir accès au clipper et aller beaucoup plus loin, utiliser des macros et autres. Et c'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait faire sans et vous avez une expérience assez proche d'une bambou de ce côté-là. Enfin, si pour vous, vous voulez absolument imprimer des filaments techniques et des filaments techniques un peu exigeants, je pense que c'est pas encore assez mûr pour le moment pour pouvoir donner. J'ai pas pu tester les caissons, j'ai pas pu tester les performances avec les caissons, donc pour moi, je dirais, soyez prudents. C'est peut-être pas, si c'est vraiment votre objectif principal, c'est peut-être pas la machine à envisager. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire au niveau du besoin, au niveau de la dépense. Après, ça dépend aussi de votre budget, hein. On est quand même sur 849 €. C'est pas cher pour une solution multitête, mais c'est plus cher par exemple qu'une solution, une PDES ou même une Elegoo Centauri Carbone, pour ne citer qu'elle, qui va avoir des très bonnes performances, mais qui ne va pas avoir cette qualité, enfin cette possibilité du multitool, qui va passer via... alors, en plus je dis Centauri Carbone, je veux parler de la 2, hein, parce que ou la Flashforge AD5X, puisque la Centauri Carbone 1, on attend toujours un AMS, donc le multicouleur va arriver, mais n'est toujours pas là. Mais la Centauri Carbone 2, on a un prix qui est plus petit, et ça c'est peut-être vraiment... Si vous imprimez une fois de temps en temps du multicouleur, je ne vais pas vous conseiller à dépenser un tiers ou le double de plus si vous n'en voyez pas l'intérêt. Mais franchement, l'usage, la simplicité, la facilité, si vous imprimez régulièrement avec du multicouleur, alors je pense que vous serez satisfait avec cette imprimante. Alors pour terminer, hein, en gros, en quelques mois, la Snapmaker a atteint, comme ceci, une vitesse de croisière au niveau de son fonctionnement. Je pense qu'on est sur une machine qui est devenue quand même très mûre et qui peut faire de très belles choses avec 4 couleurs. On a aussi autre chose dont je n'ai pas parlé ici, et dites-moi en commentaire si une vidéo là-dessus vous intéresse. Il y a ce qu'on appelle le projet Full Spectrum qui permet en fait d'utiliser les 4 couleurs pour faire beaucoup plus de couleurs. Alors, j'ai commencé à m'y intéresser. Si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse, mais voilà, je dois un peu voir dans quel ordre je vais mettre la priorité de mes différentes vidéos. Si vraiment il y a une grande demande, je vais peut-être prioriser ça, de travailler sur ce projet, enfin une vidéo sur ce projet Full Spectrum, parce que si ce que j'ai vu est vrai et fonctionne facilement, ben cette 4 couleurs peut même devenir virtuellement une 16 couleurs et avec seulement 4 couleurs. Donc ça, c'est un point également à prendre en considération, c'est la compatibilité avec le projet Full Spectrum. Donc voilà, un petit peu pour mon compte rendu de la machine après, ou de l'état de la machine ici. Je voulais faire cette vidéo pour vous informer, vous donner l'opportunité de réagir assez vite si vous voulez le prix les moins chers. Aussi, ne nous cachons pas et ne nous mentons pas, me donner l'opportunité de faire encore quelques petites ventes affiliées en boostant ça. Alors vous allez dire, ouais, ben c'est normal que tu as dit que du bien, alors si tu fais du pognon. Oui ou non, hein, je pense que ceux qui me connaissent savent que ben non, hein, j'ai d'autres moyens de me faire du pognon, mais si on peut s'en faire tous les deux, hein, avec un win-win, eh ben c'est tant mieux. Et pour le reste, ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie de me dire, et moi je vous dis à la prochaine.